Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Maple Vert accompagné de... Anto des jeux des livres. Pour les débriefs ludiques de la semaine. Alors d'habitude c'est le lundi, aujourd'hui on n'est pas lundi, on est mercredi. Lundi c'était le 14 juillet, eh bien on est allé voir le feu d'artifice. Le mardi, hier, grosse flemme. Grave. Donc on ne l'a pas fait. Et on le fait ce soir, mercredi. Voilà, ça change un petit peu. Donc les débriefs ludiques, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une vidéo donc qu'on tourne en ce moment en live, que vous regardez peut-être sur YouTube en replay. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour pouvoir justement discuter avec nous en direct. C'est une émission donc où ensemble on va parler des jeux auxquels nous avons joué. On va vous donner un petit peu les principes généraux du jeu, les mécaniques, et surtout on va principalement vous donner notre ressenti, notre avis sur le jeu. Et pour ce faire, en fait, on va sur MyLudo pour regarder la page de chaque jeu dont on va vous parler. Comme ça, on a également donc toutes les infos, date de sortie, prix et éditeur, auteur, illustrateur, etc. La totale. Voilà. Et pour commencer tout de suite avec ce premier jeu, c'est pour moi une surprise. On l'avait déjà joué à l'alchimie. Qu'est-ce donc est-ce ? Ah, c'est une surprise. C'est une surprise effectivement pour moi perché parce que on l'a découvert, on y a joué, Oui, on y a joué. à l'alchimie du jeu à Toulouse, surprise. donc au début mai. Mais il devait sortir en septembre. Ah oui. Il me semble que Mhm. ce jeu-là devait sortir en septembre, en tout cas pas avant. Et là, du coup, paf, ça y est, il est arrivé, il est sorti. Vrai ? Ouais, oui. Il est donc, je pense, sorti au moins 2 mois à l'avance de sa date prévue. Oui. Ou alors je mélange, je confonds, mais je pense Peut-être aussi. que je pense pas. Je Donc ne on sais a pas. joué à Percher. Oui. Voilà, donc on peut pas vous le montrer parce qu'on l'a pas. Donc très très bon jeu. Déjà première partie qu'on avait faite à l'alchimie, on avait passé un très très bon moment. C'était un jeu qui était un peu en exclusivité, en avant-première en tout cas sur le salon. Et les gens se bousculaient un petit peu pour pouvoir jouer à Percher. Du coup ça y est, il est sorti et on a pu y rejouer et donc même sensation, c'est-à-dire vraiment on a passé un très très bon moment. Oui. C'est très il y a beaucoup d'interactions. Ah, c'est que ça. C'est que de l'interaction. Je suis pas fan moi d'interaction, mais là dans ce jeu-là, en tout cas, c'est pas de l'interaction c'est bien. agressive. Enfin, Et non, tu fais rien en fait. tu dégages les autres. Non, tu les dégages pas vraiment. Je vous explique, Ouais. Percher, en fait, donc chaque joueur va incarner une volée d'oiseaux à sa propre couleur. Et ces volées d'oiseaux, on va les positionner sur des tuiles qui représentent en fait des lieux. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir correctement des tuiles de lieux ? Où Par les exemple, oiseaux vont pouvoir se percher. voilà. Par exemple, là, il y a une ruche. Là, il y a les bouleaux exfoliés, par exemple. Et voyez ces oiseaux-là, la couleur rouge, là, jaune sur un nid. En fait, ce sont chaque donc joueurs-joueuses qui ont une couleur en particulier. Donc, au début du tour, on va avoir 2 oiseaux à sa couleur, plus 2 oiseaux qui vont être piochés au hasard dans un sac. Donc il y a tous les autres couleurs en fait dans le sac. Donc on va pouvoir très bien aussi bien piocher des oiseaux de sa propre couleur, mais également donc et principalement des oiseaux des couleurs de ses adversaires. Et ces oiseaux, qu'est-ce qu'on va en faire à notre tour ? Et bien tout simplement, on va positionner l'oiseau de notre choix parmi les 4 qu'on va avoir. Donc soit de notre couleur, soit de la couleur qu'on a pioché au hasard, potentiellement de notre adversaire. Eh bien, on va les positionner en fait sur les tuiles de lieu. Vous voyez là les petites valeurs qui sont sur le coin inférieur supérieur droit, en fait, tout simplement les valeurs de points en cas de majorité. Alors là, c'est un mauvais exemple. Ouais, bon, mais là la photo est pas terrible hein, quand même. Hein. Ouais, bon. Bref, on va rester comme ça. Oui. Là, admettons sur cette tuile-là, les bouleaux exfoliés, eh bien le joueur qui a une majorité d'oiseaux à sa couleur, eh bien obtient 5 points. Le second obtient 3 points et le troisième obtient 3 points. Bon, là, en l'occurrence, il y a une égalité puisqu'il y a 2 oiseaux rouges et il y a un oiseau jaune, mais il est sur un nid. Ça compte comme un oiseau de plus. Donc il y a deux oiseaux, en tout cas égalité sur cette tuile-là. Du coup, personne ne marque les points. 0. Là, par exemple, on peut voir, là, par exemple, le vert, là, il a 3 oiseaux. Alors, c'est un peu flou, mais on le devine. Il y a 3 oiseaux verts. Là, il y en a que 2 bleus et 2 rouges. Donc, le vert, il est tranquille. Hein. Le joueur vert
va marquer les points qui sont indiqués en haut. Et les deux autres, là, comme ils sont à égalité, en fait, les points ne sont pas attribués. Donc, 0. Et chaque tuile, vous voyez par exemple ici, là c'est 6 points, 4 points et 3 points. Là, on a vu 5, 3, 3. Mais il y a des tuiles, si tu es majoritaire, en fait, tu vas pas obtenir le plus de points. Tu vas peut-être obtenir à 0 points, et c'est le deuxième qui va obtenir le plus de points. Et ça, c'est toute donc une stratégie de, eh bien, justement, moi, dans ma main, je vais pouvoir jouer des oiseaux de la couleur de mes adversaires pour pouvoir, eh bien, leur faire gagner moins de points en étant majoritaire que si c'était moi. Il y a plein de tuiles également qui ont des petits pouvoirs spéciaux et principalement des animaux qu'on va pouvoir contrôler. Là, par exemple, on voit le renard. Alors, je vais pas rentrer dans les détails des pouvoirs de chaque animal, mais généralement, un animal, la personne qui est majoritaire sur une tuile spécifique détient l'animal. Ça fait fuir les animaux. Au prochain tour, il va pouvoir faire une action supplémentaire en positionnant l'animal sur une tuile en particulier. Mais ça fait fuir les oiseaux. Généralement, ça les fait fuir, c'est-à-dire sur des tuiles adjacentes, ça les fait carrément enlever. Il y a une espèce de fontaine également, un petit plateau supplémentaire qui va permettre également de marquer des points qui sont, on le voit ici. Et parfois, tu as envie que les oiseaux fuient vers la fontaine. Effectivement, parce qu'au début, vous avez vu en bas, là, ça rapporte que 1 point, mais au fur et à mesure que les oiseaux vont aller à la fontaine, ça va faire de plus en plus de points. Mais qui dit que tes oiseaux vont à la fontaine, c'est plutôt pas mal au début. Bon, c'est pas terrible parce que t'as que 1 point. Si t'en as beaucoup, c'est pas mais mal. c'est que ça enlève les oiseaux de majorité sur les tuiles où tu étais. Ça se calcule. Donc en fait, il y a énormément, c'est exactement ça, ça se calcule. Il y a beaucoup de moments en fait. C'est pas un jeu en train de tout calculer. Toujours en train de compter en fait ton nombre d'oiseaux. Si tu le mets là, tu vas devenir majoritaire, mais peut-être que quelqu'un va venir te mettre ailleurs ou quelqu'un va venir prendre la majorité. Donc c'est pas du tout un jeu nerveux frénétique, c'est vraiment un jeu. Si tu peux le faire, mais il se passera rien. Non, et c'est un jeu où vraiment tu vas être sans arrêt en train de calculer, savoir où est-ce que tu vas positionner ton oiseau ou celui de tes adversaires. Donc très très bien, Perché, franchement c'est un chouette jeu. Donc il est sorti le 11 juillet aux alentours de 35,90 €. Le prix est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de tuiles de zones comme ça. Nous on a fait avec un setup en fait de départ, mais il y en a plein d'animaux aussi. Donc de tuiles de terrain avec des scorings différents. Il y a plein de tuiles d'animaux effectivement différents qui vont apporter bien des pouvoirs forcément différents. 5 joueurs à partir de 14 ans. Alors c'est pas vraiment si compliqué que ça, si ce n'est que il va falloir quand même un petit peu être stratégique. Des parties d'environ 30-60 minutes. Nous, on a mis quoi? On a mis une petite heure. Une bonne heure à 4. Ah bon? Une bonne heure, tu dis? Une bonne heure à 4, oui. Ok. Donc, c'est Matago qui nous amène ça en français. Sinon, c'est un jeu de Inside Up Game. C'est un jeu de Douglas Ettrick et illustré par Anna Katharina Bloch. Très bien. Ouais, donc voilà, franchement, Perché, si vous aimez les jeux où on peut jouer jusqu'à 5, où il n'y a pas c'est en fait c'est un jeu simple, c'est pas compliqué en fait. Tu prends un oiseau, tu le mets à un endroit et voilà, c'est tout. C'est juste qu'il va falloir que tu calcules pour essayer de scorer au maximum. Donc je pense que c'est plus pour ça qu'ils disent 14 ans et plus, mais tu peux faire tu vas aller beaucoup plus vite. Tu peux faire jouer beaucoup plus. Tu vas pas marquer beaucoup de points. Ouais, et puis tu peux jouer quand même avec des plus jeunes. Il y a aucun problème. 14 ans et plus, je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, peut-être que c'est aussi la mention que, justement, ce n'est pas un jouet, puisqu'il y a des petites pièces, en fait. Les oiseaux sont vraiment tout petits, quoi, en fait. Donc, on les empile. Et donc, je pense aussi qu'il y a de ça aussi, que ce n'est pas un jouet. Et donc, les pièces sont petites. Ça risque d'être avalé, effectivement. Voilà pour Perché. Je pense qu'on peut directement le noter. Alors, il est déjà dans la wishlist. Alors, je vais mettre un 7 pour l'instant. Parce qu'on l'a pas. Non, mais déjà, les parties qu'on a faites, nous, en tout cas, voilà, on est convaincus par ce jeu-là. J'aimerais bien l'essayer à 2. Voir ce que ça donne. Je me demande ce que ça donne. Je sais pas. Il doit y avoir très probablement une mise en place spécifique pour 2 joueurs, avec des animaux que tu vas imposer pour jouer. Voilà. Je pense qu'il y a, parce que
à deux, je vois pas trop, mais en tout cas, je serais curieux. Donc pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas. Voilà pour Perché. Mission 626, vous connaissez? On le connaît sous le nom de Stitch, tout simplement. Eh bien ouais, voilà, celui-ci, c'est la grande tendance et la grande mode du moment, puisque bientôt sort, ou est déjà sorti, je sais pas. Je crois que c'est sorti déjà. C'est déjà sorti. Bref, je ne sais pas, le live action... On a vu des gens pleurer devant Stitch. Le live action Disney, donc Lilo et Stitch, et donc pour cette occasion, c'est le hasard, eh bien Mission 626 sort. Mission 626, qu'est-ce que c'est? C'est Stitch. C'est Stitch, c'est son nom, effectivement, mais c'est quoi Mission 626? Je ne sais pas. D'accord, c'est Love Letter. Ah oui. C'était ça que je cherchais. Voilà, donc c'est un Love Letter sur le thème de Stitch. Eh ben, moi j'adore Love Letter. Alors pour moi le meilleur Love Letter, c'est le Love Letter de base. Et donc là voilà, ils ont fait cette version avec cette petite trousse peluche. C'est un Love Letter. On le voit là en tout cas sur Malido à partir de 6 ans. Oui. Parce que c'est pour les plus jeunes. Effectivement, c'est un love letter qui est assez simple et accessible. Alors attention, c'est pas non plus un jeu, je dirais moi, pour les enfants. Non, 6, c'est exagéré. Mais ouais, je pense que 6 ans, c'est quand même, je pense, une erreur. Peut-être sur la règle du jeu, c'est peut-être indiqué. Je sais pas. Ça me paraît quand même un peu jeune. Ça... Ouais, parce que c'est du love letter. Si vous connaissez le principe de love letter, c'est un jeu quand même pas mal de déduction. Il va falloir compter le nombre de cartes qui sont déjà sorties. Tout simplement, le love letter, c'est quoi? C'est j'ai une carte en main, je vais piocher une carte sur les 2 cartes que j'ai en main, je vais en jouer une et appliquer son effet. Les effets des cartes, on est sensiblement sur le même que le love letter, c'est-à-dire que le 1 va permettre de désigner un autre joueur et essayer de deviner en fait la carte qu'il a en main. Le 2, c'est tout simplement regarder la main de notre joueur. Le 3, c'est comparer les 2 mains. Celui qui a la plus forte valeur remporte le duel, l'autre, il est éliminé. Le 4, c'est... Alors là, c'est différent pour Stitch. Oui, mais il y a le 4, des choses différentes. Hein. Oui, il y a toujours, dans toujours les love letters, il y a toujours un truc de différent. Et donc là, voilà. Pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut noter dans ce love letter Stitch, c'est que vous avez un jeton Stitch. C'est pas Stitch n'est pas une carte. En fait, c'est un jeton qui a 2 faces. Il y a la face de Stitch côté gentil et il y a un côté Stitch côté destructeur. Et en fait, c'est très important de savoir de quel côté il est et qui a le jeton. Parce que si je joue une carte, je sais plus laquelle, c'est Angel, je crois. Si j'ai le Love Letter, plusieurs cartes qui font ça. Si j'ai le jeton Stitch côté gentil, j'ai le droit de rejouer. Ah oui. Par contre, si je joue Leroy et que le jeton est côté destructeur, eh bien le joueur qui a le jeton Stitch côté destructeur, il est tout simplement éliminé. Voilà. Oui, donc il y a ce petit jeton qui va permettre de changer. Oui, qu'il y a plusieurs cartes qui permettent de retourner passer d'un côté de l'autre. Voilà. Stitch. De faire circuler le jeton, de le changer de face, etc. Donc il y a ça, c'est rigolo. Il y a un côté un petit peu quand même stratégique rigolo. On va essayer de refiler le jeton côté destructeur à un de ses adversaires. Et bien pour pouvoir jouer une carte qui va dire celui qui a le jeton Stitch du côté destructeur, il est éliminé. Donc c'est un Stitch un petit peu plus, on va dire, accessible. Oui, plus accessible parce qu'il n'y a que 17 cartes. Voilà, il y a un peu moins de cartes. Il y a un peu moins de cartes, ce qui le rend un peu moins intéressant, enfin, pour moi. Oui, alors entre adultes... Voilà, après, que 17 cartes, à 4... Ouais, c'est pour... voilà, mais moi, Love Letter, c'est un peu pour la collection, parce que j'aime beaucoup ce jeu. C'est dans cette petite pochette en peluche... que je vais mettre, que je vais prendre cet été pour mettre mon téléphone pour aller à la plage. Non, bien sûr. Non, mais voilà, c'est ça. En plus du jeu de Love Letter, qui est un excellent jeu, voilà, c'est un petit jeu objet en fait. Oui. Voilà, qu'on aime bien. Donc. Moi, je suis un peu moins convaincu, mais... Ah, ben, si on me demande de jouer à un Love Letter, voilà, je pense que je choisirais probablement... Pas celui-là. Un autre. Mais je vais quand même lui mettre un 6,5. Ah, quand même. Oui. Bah, c'est Love Letter.
Ça reste la mécanique de Love Letter, Oui, mais qui bon. est justement tout dans cette analyse du jeu qui a déjà été joué et de cette un petit peu déduction et de compter les cartes, savoir ça a été joué, ça a été joué. Oui, Lui- mais je trouve que ça marche moins bien avec 17 cartes. Cette déduction ne marche Et alors, plus vraiment. du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on essaye à deux. C'est peut-être plus, C'était- plus un Love Letter à 2. C'était la truc qu'on s'est dit, c'est que oui, mais à deux, tu enlèves les cartes. Dans cette version-là, à deux joueurs, dans la version classique en fait de Love Letter, on va mettre plus de cartes qui sont face cachée et face visible. Là, il y en a qu'une. Là, il y en a qu'une face cachée, comme dans le Love Parce qu'il Letter n'y a pas classique. cette carte. Mais quand tu joues à deux, tu vas en enlever des cartes. Donc au final, je pense Ah que bon ça sera pareil. Oui, oui. Ok. Il y a des cartes, des valeurs qui sont enlevées. Bref, voilà. En tout cas, ouais, c'est du Love Letter. Donc si vous aimez les Love Letters et si vous avez envie de jouer avec Stitch et peut-être avec des joueurs un petit peu plus jeunes, eh bien le Love Letter Stitch peut être tout à fait adéquat. Une petite extension sur les traces de Darwin, l'extension grosse correspondance, ouais, une grosse boîte. Extension qu'on avait découvert lors d'une journée presse avec Sorry We Are French, Achète. journée Hachette, ouais. J'avais été super convaincu par cette extension. Déjà, ne serait-ce que le jeu sur les traces de Darwin. De gens l'aiment. Moi, je l'adore. Je le dis, à chaque fois que je parle sur les traces de Darwin, je le redis. Pour moi, c'était l'As d'or. Bah ouais, franchement, c'était mon jeu favori pour l'As d'or. Bon, je me souviens plus qui est-ce qu'il a eu. Je crois que c'est Seven Wonder Architects. Bref, je sais plus. C'est un de mes jeux favoris. Et là, l'extension sur la première partie qu'on avait faite découverte, j'avais trouvé ça génial. J'avais adoré. C'est un petit peu retombé, je l'avoue. Même si je reste convaincu, je reste un petit Pas pour moi. Ouais, je reste convaincu que c'est l'extension. Si vous avez aimé le jeu de base, allez-y, foncez. Il faut pas hésiter une seule seconde pour prendre sur les traces de Darwin. Ne serait-ce que pour le plateau Angleterre. Oui, parce que ça change Qui pas mal quand rajoute même la pas mal mécanique du jeu. Pas mal de choses et surtout cette impression de course en fait. Oui. Et alors, ce que moi je regrette, c'est que la partie qu'on avait faite, la partie découverte, certainement que la mise en place avait été faite par Sorry We Are French, donc pour qu'on ait plus de tuiles de l'extension. Là, il se trouve qu'en fait, vous allez mélanger toutes les tuiles animaux de l'extension avec le jeu de base, et vous allez, de la même manière que le jeu de base, prendre 12 tuiles par joueur et les positionner en pile pour alimenter au fur et à mesure le plateau que vous allez vider. Eh bien, dans la partie qu'on a faite, en tout cas, j'ai trouvé qu'il manquait en fait de ces tuiles-là de l'extension. Oui, parce que c'est eux qui activent les nouveaux Et oui, pouvoirs. voilà. C'est-à-dire que si tu tombes pas sur la tuile de l'extension, active, tu ne peux pas activer donc le pouvoir, entre guillemets, du plateau de l'extension. Ouais. Rapidement, le jeton Darwin maintenant n'est plus distribué à chaque fois qu'un jeton prend une tuile avec une couronne. Il reste sur ce plateau-là, le plateau de l'Angleterre en fait. Darwin donc va circuler du côté de l'Angleterre et ça va nous permettre de récupérer des jetons et des correspondances. Je vais y revenir plus tard pour savoir ce que c'est. À partir du moment où on fait des découvertes. Je crois que c'est des découvertes. Donc, suivant les découvertes qu'on fait, si on fait une découverte, vous savez, si on fait un alignement de tuiles animaux, soit par l'espèce, soit une colonne par le continent, ouais. Eh bien, on prenait une tuile qui rapportait 5 points. Eh bien là, ça change maintenant. Si on fait une découverte... Si on est le premier à faire une découverte de cette espèce, donc les oiseaux, si on est le premier à faire les découvertes en mammifères, reptiles et insectes. Pareil pour les Amériques, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Voilà. Donc le premier arrivé prend cette tuile-là, en fait, qui va avoir un scoring en fin de partie. Donc très intéressant. Ouais, ça change quand même plutôt pas mal. Donc il y a des points bruts. Là, par exemple, c'est 7 points, voilà. Là, c'est 5 points par correspondance. Là, c'est 6 points par personnage que vous avez récupéré. Par guide, les petits médaillons de guide, ça aussi, ça change pas. Ouais. Là, c'est 4 points par couronne visible sur votre plateau, etc. Donc il y a moyen de se faire beaucoup plus de points. Le premier arrivé, premier servi, les autres eh bien vont tout simplement continuer à prendre les tuiles qui rapportent 5 points. Tous les personnages sont retirés
de toutes les tuiles de base pour être mises ici. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir un personnage, il faudra plus le récupérer grâce au Beagle. Chercher. Il va falloir lui envoyer Des missives. une missive, c'est-à-dire une correspondance, tout Au simplement, moins 2. avec les enveloppes qu'on a récupérées grâce à à Darwin qui circule. Également grâce à certaines tuiles de l'extension qui ont le petit logo correspondance avec donc une enveloppe. On va pouvoir à notre tour dépenser ces missives, ces correspondances pour aller récupérer un personnage. C'est toujours pareil, les personnages vont nous apporter des points, des couronnes potentiellement, des guides, des boussoles, etc. Ou des animaux. En dépensant 3 enveloppes. Ou alors, non, mais c'est pas... Oui. Alors, au lieu de dépenser 2 enveloppes pour avoir un personnage, vous pouvez dépenser 3 enveloppes pour récupérer au choix une des 2 tuiles qui a été mise en jeu. Alors, c'est une petite pile là, de 3 tuiles, donc il y a 2 fois 3 tuiles. Ça. Donc, ces tuiles-là ne bougeront pas, à moins que quelqu'un prenne la première. Donc, tu peux dépenser 3 missives, 3 correspondances pour aller chercher peut-être potentiellement une espèce qui te manquerait, qui n'apparaît pas en tout cas dans le plateau. Qui n'apparaît plus. Voilà. La petite chose supplémentaire qui est ajoutée également, vous voyez les petits cercles gris avec les points d'interrogation, quand on tombe dessus avec Darwin, et également quand on les a sur les animaux qu'on récupère grâce au Beagle, il y a ces petites icônes, et bien on va pouvoir aller piocher dans le sac des jetons comme ça. Ces jetons-là, tout simplement, ce sont donc toutes les espèces et tous les continents qui sont représentés une seule fois. Et donc, on va potentiellement tirer au sort l'oiseau de l'Asie et on va le mettre, ce jeton, à l'emplacement où devrait être située la tuile animale de l'oiseau de l'Asie. Si on a déjà l'oiseau Asie, eh bien tout simplement on va retourner le jeton, ça va nous permettre de gagner 2 points. Si on ne l'a pas, eh bien on va le positionner en attendant qu'on récupère la tuile pour enlever le jeton et marquer 2 points. Et donc en fait voilà, c'est ce qui m'a manqué un petit peu sur la partie, donc je pense qu'il faudra quand même un petit peu trier les tuiles pour en mettre quand même qui fassent partie de l'extension, sinon du coup là on a fait que une fois le tour, même pas de ça. À aucun moment on est allé chercher ça parce que du coup on n'avait pas de missive, on n'a pas du tout été chercher de personnages et ça bon voilà, ça change pas vraiment. Donc si c'est la course là. Oui mais bon voilà, en fait il y a que ça sur lequel notre partie en tout cas elle a joué. Donc je pense que voilà, c'est vraiment une grosse recommandation donc sur les traces de Darwin correspondance parce que c'est très très bon. Par contre voilà, je vous conseille à la mise en place de prendre quand même les tuiles de l'extension. Je ne sais pas si c'est indiqué combien il y en a. Il y a 21 tuiles. Donc on peut pas jouer uniquement avec les tuiles de l'extension parce que sinon c'est dommage. C'est 12 tuiles par joueur, donc bon, s'il y en a 12, tu vois, ça fait à 2 joueurs, c'est compliqué, ouais. Mais en tout cas, voilà, mettre au moins la moitié des tuiles animaux, si je pense. Ouais, parce que sinon le côté de ce plateau-là, il tombe un peu à plat, quoi. Bref. À voir, à tester. Oui, voilà, à tester. En tout cas. Enfin, moi, j'adore. Oui. Franchement, j'adore l'extension. Grosse recommandation. Ouais. Allez-y. Sur les traces de Darwin, c'est un des meilleurs jeux, qui pour moi méritait vraiment, l'As d'or. Mais tu l'as déjà. Oui, je sais, mais je le répète parce que je sais plus qui est-ce qui l'a gagné. Il le mérite aussi, mais vraiment sur les traces de Darwin, je l'ai trouvé tellement, excellent, et je dis pas ça tout simplement parce que c'est Grégory Grard et Mathieu Verdier, illustré par David Sidbon et Mode Brillant. C'est Gigamic qui distribue, sinon l'éditeur c'est Sorry We Are French. Oui, voilà. Je vais pas le noter. Je vais pas lui mettre de notes parce que bon, sur les traces de Darwin, il est. Oui, je lui ai déjà mis un 9. C'est vous dire que j'aime énormément ce jeu
qui est sorti en 2023 déjà. Oui, je sais pas si on peut vraiment noter de toute façon une extension. Non, ouais, c'est pas vraiment la peine. Non. Mais en tout cas, voilà, sur les traces de Darwin, je lui ai mis un 9 parce que c'est vraiment pour moi Oui, ça fait partie, un des meilleurs jeux. du jeu. Et l'extension correspondance apporte un petit plus Oui, qui vraiment c'est subtil, il y a une petite tension. ça renouvelle en tout cas et ça permet de changer un petit peu un tout petit sans peu, dénaturer ouais. absolument pas le jeu de base. Voilà, ça en rajoute pas des tonnes. Ouais. Très bien. Codo Berlin 63. Première partie, alchimie du jeu à Toulouse. On en fait même 2. Moi j'adore. Je suis moins convaincu. Ouais, mon adversaire, il était pas du tout convaincu même, hein, pour le dire un peu moins, non, pas du tout. Oui. T'avais pas accroché. Moi j'avais vraiment bien aimé. Codo Berlin 63, c'est un jeu donc à 2 joueurs à partir de 14 ans. Est-ce que c'est ce qui a été indiqué sur la boîte? Je ne sais pas. À partir de 20 minutes de partie. Oui, c'est 14 ans et plus okay. Sur la boîte. Ouais. C'est pas un jeu si compliqué, mais c'est un jeu assez stratégique, je pense, dans lequel il va falloir vraiment apprendre à le maîtriser. C'est pas immédiat, mais il y a un truc vraiment, moi je l'aime beaucoup. Codo Berlin 63, donc on est chacun des, on contrôle, si vous voulez, des agents secrets pendant la guerre froide. Et à la recherche d'informations secrètes, etc. Oui. C'est un jeu purement abstrait au final, dans lequel on va déplacer, déplacer des jetons qui représentent des jetons, c'est des personnages. C'est des personnages qui sont dans des socles comme ça en plastique, donc visuellement, matériellement, c'est super agréable à manipuler. Le plateau, il est tout petit, mais voyez, donc moi, si je suis le joueur bleu, je vois mes personnages qui sont sur mes petits chevalets bleus, mais je ne vois pas les personnages de mon adversaire qui lui est en rouge et qui est en face de moi. Je le rappelle, c'est un jeu à 2 joueurs. Donc à mon tour de jeu, je vais déplacer mes personnages. Mon adversaire va déplacer ses personnages. Il y a des petites actions qui vont permettre d'intervertir des personnages. Bref, le but c'est d'aller tout simplement avec un de ces personnages aller se positionner dessus le personnage principal de son adversaire qui a été défini en début de partie avec une carte. Le chef. Oui, le chef, ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'au fur et à mesure, on va aller se positionner sur les autres personnages pour les éliminer au fur et à mesure. Le but étant de trouver, le boss en fait de son adversaire. Seulement, c'est pas si simple parce qu'en fait, tous les personnages, ils ont tous un pouvoir différent. Alors, par exemple, lui, il a un bouclier. Lui, au lieu de se déplacer orthogonalement, elle va pouvoir se déplacer, en diagonale. Lui, il va pouvoir se déplacer au lieu que ce soit une case, va pouvoir se déplacer de 2 cases, par exemple. Elle va pouvoir annuler le pouvoir d'un adversaire. Mais en fait, tout est une question de bluff. Parce que moi, si je déplace ce personnage, je le fais avancer de 2. J'ai pas le droit. Mais qui va m'en empêcher? Mais rien. Parce qu'en fait, je dis, je déplace ce personnage-là, c'est Victor Shadow. Donc j'ai le droit de me déplacer de 2. Mais mon adversaire, il sait pas. Mais je lui dis, mais tu bluffes, Marteau. Est-ce que je bluffe pas? C'est à lui de prendre la décision. Ouais. Si je bluffe et qu'il m'accuse et que effectivement c'était du bluff, et là, à ce moment-là, je perds un personnage. Si par contre, c'était réellement ce personnage-là et que j'avais vraiment le droit de déplacer de 2 cases, c'est lui qui perd un personnage. Ouais, je perds des personnages de ma réserve. Parce qu'on a 3 personnages en réserve. Les 3 personnages de la réserve sont éliminés, on a perdu. Voilà, c'est-à-dire que si tu te fais éliminer ton boss, c'est perdu. Mais si tu te fais éliminer les 3 personnages que tu as en réserve, c'est perdu aussi. Moi, j'aime beaucoup. Oui, vraiment. Si, c'est rapide. Ah oui, c'est très rapide. Hein. Mais moi, je sais pas bluffer, donc je suis vite limité. Oui, mais enfin, on a fait combien de parties là? On en a fait quand même quelques-unes. Oui, quelques-unes. T'en as quand même gagné. Oui. T'en as quand même gagné, donc c'est pas voilà. Alors c'est ça en fait, c'est juste une petite appréhension des pouvoirs des personnages. Faut semer le doute dans l'esprit de l'autre. Voilà, parce que si tu regardes ton aide de jeu qui est très très bien faite, je sais pas si on la voit, non, on la voit pas, mais si tu regardes ton aide de jeu tout le temps et que tu te dis attends lui, il faut pas en faire ça. Donc fait trop de il temps, faut y aller, il faut prendre un petit peu le temps de bien
De se remettre les pouvoirs voilà, en mémoire. que les pouvoirs, bah après les pouvoirs sont simples, c'est se déplacer de 2 cases, se déplacer en diagonale. Il y en a un, il a un bouclier, l'autre il permet explose aussi. il permet, ouais, si il explose et il explose tout autour. Il y en a un qui permet de visualiser le personnage d'en face. Enfin, c'est pas très compliqué, mais ça demande juste un petit temps d'appréhension pour que justement, bien le jeu prenne toute sa saveur pour pouvoir justement bluffer et jouer et vraiment s'amuser. Moi, je l'adore, vraiment, je le trouve très très bien. Je vais peut-être pas aller jusqu'à 7. Parce que justement, toi, tu l'apprécies pas autant que moi. Moins, voilà. Ouais, Mais un peu moins friand. Un peu plus apprécié quand même tes parties que les 2 premières qu'on avait faites. Oui, mais je suis pas trop friand de bluff, alors. Ouais. Voilà. Alors du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était un 7. Mais du coup, comme t'es un peu moins réceptif à cette mécanique, eh bien, on va rester sur un 6,5. Voilà, comme ça, vous savez. Codo Berlin 63, Joan Roussel, Léandre Proust et comme auteur. Bones aux illustrations, c'est distribué par Gigamic et c'est donc Sorry We Are French qui édite ce jeu-là. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime bien l'univers. Ouais, voilà, l'univers guerre froide l'espèce avec d'Uchronie. Alors, ding, moment culturel. Uchronie. Non, mais une espèce d'Uchronie. En fait, on revisite un passé, en fait, hypothétique. Tout à fait. Donc, c'est une Uchronie. C'est une Uchronie, d'accord. C'est du passé hypothétique. Voilà. Ok. Eh bien, comme ça, on le sait. Alors, Ziggurat. Alors, directement pour introduire le jeu. Moment culturel. Ding, ding, ding. Qu'est-ce qu'une Ziggurat? Non, mais. Bah oui. Oui, bah, tout le monde sait bien que. Non. Alors là, vous passez pour de gros teuteux si vous savez pas ce que c'est qu'une Ziggurat. Si, mais une Ziggurat, c'est un édifice religieux en Mésopotamie. Voilà. Mais tout le monde sait ça, Tout évidemment. le monde sait ça. Évidemment. Bien évidemment. Voilà, je savais pas. Donc, alors, je savais que Ziggurat, c'était effectivement une espèce de monument religieux, une espèce de tombeau. Non, un temple. Un temple. Bon, bref, en Mésopotamie. Voilà ce que c'est qu'une Ziggurat. Ziggurat, maintenant, on va parler du jeu. On a fait... alors, Ziggurat, le jeu d'aventure Legacy, c'est un jeu Legacy à partir de 8 ans. Clairement, on vous le dit de suite, c'est un jeu Legacy à destination du jeune public. Mais clairement, de toute façon, c'est mon premier Legacy. Ouais, c'est presque mon premier Legacy. Oui. Et on a fait, donc il y a 6 chapitres. Oui. Et bien, on les a fait les 6. Dans la même après-midi. Oui, parce que c'est très rapide. C'est ultra rapide. Les premières missions sont ultra simples. C'est très simple. Par contre, je vous dis, on a fait les 6 chapitres. Mais le 6e, on l'a pas terminé parce que, le 6e. On n'y arrive pas. Non, on a au moins le 6e, on est très mauvais. On l'a tenté 5 fois, on n'arrive pas à le terminer. C'est un truc de ouf quand même. Alors que les autres chapitres, ce sont des enveloppes. Les autres chapitres. Puisque c'est Legacy, il y a des nouvelles règles. Donc il y a la règle de base avec le livret de règles qui t'explique un petit peu qui t'explique les mécaniques principales. Au fur et à mesure que tu vas jouer, que tu vas gagner des scénarios, tu vas ouvrir l'enveloppe. Tu vas coller sur les règles du jeu des nouvelles règles, tout simplement. Alors évidemment, tu incarnes un personnage que tu vas choisir en début de partie. Tu vas pouvoir avoir des attributs à fonction des missions que tu vas réaliser. Donc c'est vraiment typiquement du Legacy où les règles vont être amenées à évoluer. Il est pas mignon, moi, mon perso. Bartholomé. Non, mais Bartholomé. Donc voilà, Ziggurat, mon premier Legacy, franchement, c'était chouette, on a vraiment passé un bon moment, on s'est vraiment, moi je me suis vraiment amusé quoi. Bon, merci Max. Salut, à bientôt. À plus, ciao, merci d'être passé. C'est gentil. Non mais alors, on s'est bien amusé, mais je ne sais pas trop quoi en penser du jeu. Parce que c'est clairement un jeu pour famille, c'est-à-dire qu'un adulte avec son enfant, entre 2 adultes, les premiers chapitres, je vois pas trop l'intérêt, mais
On a passé un bon moment. Oui. Le chapitre 6 qui est très dur. Là, ça me plaît. Les premiers chapitres, je suis moins... Ouais. Tu vois, je suis un peu embêté. Parce que c'est trop simple, en fait. C'est extrêmement simple. Je pense qu'on s'est vraiment baladé sur le jeu du chapitre 1 au chapitre 4. 5. Le 5, bon... Oui, ça devient un peu plus intéressant. Là, le 5, voilà, on s'est dit, ah, ok, le 5, il y a pas mal de trucs qui changent. J'allais dire, on prend des habitudes. Alors, on l'a fait presque en one-shot, en fait, le jeu, hein, sur une après-midi. Entre adultes, c'est tout à fait possible. Oui, parce Avec le jeune public, c'est autre chose. Oui, mais parce que tu n'as pas dit quand même que dans la Ziggurat, c'est pas un secret de Polichinelle, mais il y a un énorme dragon. Oui, mais ça, c'est dévoilé à la fin du chapitre 1. Non, mais ça, en plus, on le voit, Spoiler. Dragon, là. On le voit, le dragon, là. Donc, on sait bien qu'il y a un énorme dragon. Donc, il y a un énorme dragon. Alors, est-il gentil, est-il méchant? Ça, je ne vais pas vous le dire. Hein, je vais pas spoiler, je vais pas divulgacher. Mais voilà. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. On a passé un bon moment. Alors, effectivement, c'est à destination des jeunes publics ou de ceux qui vraiment découvrent l'univers du jeu. Non, mais même. C'est clairement la famille, et puis tu prends ton enfant, tu lui fais découvrir le Legacy, c'est un superbe matériel, de très belles illustrations. Voilà, l'aventure est chouette, mais entre adultes... C'est dommage, j'ai pas de photo. Voyons peut-être le dos de boîte, comment c'est fichu. Ouais, je vais vous montrer en gros plan le dos de boîte, parce que ne serait-ce que le matériel... Non, mais le matériel est franchement, top, hein. ça vaut vraiment le coup, parce que vous avez vraiment donc cette espèce de ziggurat, donc cette espèce de temple qui est en 3D. Et chaque étage de la ziggurat, en fait, est amovible. Ouais. À quoi ça sert qu'une ziggurat soit amovible? Ça, vous le verrez en faisant la campagne. Donc, vous avez en fait, vous voyez, tous les personnages qui sont jouables. Vous avez ces petits jetons qui sont des esprits de feu qui vont bien vous embêter. Ou pas. Mais voilà. Donc, c'est ça en fait. Moi, j'ai trouvé ça pas mal parce que mais c'est bien un Legacy, c'est vraiment les gros quand tu trucs. Joues avec ton enfant. Je suis pas ton enfant. Mais non. Donc... Non, mais voilà. C'est sûr que si vous êtes des joueurs... c'est toi qui montes les boîtes. Oui, c'est moi qui monte. Si vous êtes des joueurs un petit peu aguerris, il est probable que Ziggurat... vous passiez à côté. Vous allez probablement vous ennuyer parce que... il faut savoir que... Enfin, voilà, c'est peut-être pas vous le public. Hein. Non, voilà, c'est vraiment, je pense, pour ceux qui veulent le découvrir, à destination du jeune public. Oui, le faire découvrir à tes enfants. Parents-enfants, par exemple, voilà, c'est tout à fait... tes neveux... Oui, enfin voilà, avec des jeunes, quoi. Ouais. Entre adultes, les premiers chapitres, tu te dis, bon, voilà, quoi. Oui, ça n'empêche pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Mais donc, du coup, on l'a fait en une après-midi, one shot. Après, j'ai passé un bon moment. Chapitre 6, on n'y est pas arrivé. On l'a retenté le soir même. On n'y est toujours pas arrivé. Donc, on a rangé toute la boîte. On va le ressortir cet été, tout simplement. Très Et bien. Il faut finir. Il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Oui, quand parce même. qu'on ne sait pas le fin. Eh ben non, on connaît pas la fin. Nous, on a fait notre aventure. Mais il se passe quoi réellement? Est-ce qu'on va réussir à le battre? Ah oui, vous savez pas qui, hein. Voilà. Non, mais voilà. Moi, je trouve que c'est quand même une chouette recommandation si vous avez envie de faire. Mais ça fait le taf avec les enfants. Avec les enfants. Voilà. Oui. Ouais. Donc, si vous avez des enfants, neveux, nièces, enfants, jeunes publics dans votre entourage et que vous avez envie cet été, si vous passez de faire un Legacy, facile. Mais c'est une bonne, c'est une bonne recommandation. Si cet été vous allez en vacances avec des enfants et que vous avez envie d'occuper peut-être 1 heure par jour avec un jeu de société dans lequel vous allez créer votre personnage et une aventure pendant quelques jours, eh bien franchement, vous pouvez y aller avec... Oui, parce que la narration, elle est légère, mais c'est bien fait. Oui, et puis les personnages sont mignons. Oui. Y a cette espèce de petite histoire accessible à tout le monde, avec des personnages un petit peu... il y a un petit renard anthropomorphe, il y a un lapin qui vole. Moi, j'ai choisi d'incarner le faune. Et moi, le renard Bartholomé. Voilà, il y a une espèce de gros tigre, il y a une magicienne, enfin voilà, tout le monde peut choisir
parmi tous les personnages, il y en a pour tous les goûts. Voilà pour Ziggurat, le jeu d'aventure Legacy de 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 45 minutes pour un scénario. C'est un jeu de Matt Leacock et Rob Daviau, quand même, voilà, qui sont les grands maîtres du jeu Legacy. Oui, c'est pas n'importe qui. Et illustré par Corey Godbey, et c'est Mindware, l'éditeur, distribué en français par Asmodée. Et là, on voit Ziggurat, un jeu coopératif et Legacy pour toute la famille. Clairement. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est coop. C'est coop, hein. Ah ben bien sûr. Voilà, vous vivez votre aventure ensemble et vous allez essayer de découdre de ce qui se passe en coop. Dans cette fameuse Ziggurat. Voilà. Ah ben voilà. Moustache. Je vous en avais déjà parlé pour notre retour du débrief. Voilà Moustache. Notre débrief du retour de l'alchimie du jeu. Moustache qu'on avait découvert un petit peu dans un coin comme ça avec Alexandre Aguilar qui est un des auteurs, avec Jules Messot, illustré par Gorobei. Ça je vous le dis sans regarder parce que ce sont 3 personnes que j'aime beaucoup. Gorobei, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer encore, mais en tout cas j'aime énormément son travail. Je trouve ça super rigolo. Oui, c'est très joli. C'est super mignon. De suite, on voit une boîte comme ça. Alors sur l'illustration, sur MyLudo, vous ne le voyez probablement pas, mais en vrai, ça brille. C'est foil. La boîte, elle est complètement foil, hein. Et toutes les cartes et tous les personnages sont foil aussi. Moustache, qu'est-ce que c'est? Pour moi, ça a été un grand oui direct. C'est un jeu de pli en équipe, mais tu gagnes solo. C'est ce qui est indiqué d'ailleurs, en équipe. Ici, jouer en équipe et gagner en solo. C'est super drôle, c'est super malin, tout ce qu'on veut. C'est un jeu de pli où à chaque manche, en fait, on va s'associer à un autre joueur aléatoirement en fonction des cartes. Donc, par exemple, on va jouer ensemble. Ça se joue à partir de 4 joueurs ou de 3? Non, c'est à partir de 3. Je sais plus. 3 jusqu'à 6 joueurs. Donc, ça se joue pas à 2, forcément. Donc à 3, voilà, nous on a joué à 4. C'est la configuration, je pense, idéale. Oui. Donc vous allez à chaque manche changer d'équipe en fait qui va être composée aléatoirement. Et donc tout simplement le but c'est de remporter, d'être l'équipe qui gagne, de remporter des plis. Sur ces plis, les points, ce sont les étoiles qui sont sur les valeurs 4, 5, 6, 7, il me semble. Toutes les cartes n'ont pas de points. Donc même si tu joues une carte de valeur 10, qui est la plus forte carte à la couleur, tu vas remporter le pli, mais s'il y a aucune carte avec des étoiles dessus, ça fait 0 point. Déjà, les étoiles, déjà, points négatifs, ça c'est malin. Ce qu'il faut savoir en plus, donc déjà jouer en équipe, les équipes changent tout le temps. Ça c'est déjà un truc vraiment plutôt malin. Deuxième truc, c'est justement tu remportes les plis, mais s'il n'y a pas d'étoiles sur les plis, eh bien ton pli il vaut 0 point. Voilà. Troisième truc, à chaque manche, vous allez avoir une règle différente. C'est-à-dire, je vous dis juste un exemple, par exemple, eh bien, les cartes vertes, au lieu que ce soit des points positifs, eh bien, ça sera des points négatifs. Donc du coup, vous voulez plus remporter de cartes vertes. Il y a des cartes, alors je vous montre par exemple très vite fait celle-ci, la carte 9, donc elle est très très forte puisque ça va jusqu'à 10 comme je vous disais, par contre elle n'a aucune étoile, donc elle vous rapportera pas de points, à moins que dans les autres cartes jouées, il y a des cartes vertes avec des étoiles. Donc vous avez vu la petite illustration, les moustaches sont foil, plus la valeur de la carte est forte, plus la moustache du personnage est importante, voilà. Donc à chaque manche, vous allez avoir en fait un ajout de règles. Donc par exemple, première manche effectivement, donc les cartes vertes, au lieu que ce soit des points positifs, ce sont des points négatifs. Oups. Ah ouais, donc déjà ça commence à changer pas mal de choses. Là par exemple, celle-ci, eh bien on pourrait voir donc les cartes orange, eh bien les étoiles des cartes orange sont doublées. Donc si tu remportes un pli avec des oranges, eh bien les points des étoiles donc seront doublés. Donc plus de chances pour
remporter la manche. Alors là, tu me les montres aléatoirement, j'ai pas les lunettes. Les cartes 2 remportent le pli quelle que soit leur couleur. Voilà, donc du coup, si tu joues une carte 2, tu remportes le pli. Même si un autre joueur remporte, met un 9 ou un 10, à partir du moment où toi tu joues un 2, tu remportes le pli. Donc voilà, ça c'est encore un truc vraiment qui est original et très très intéressant. Le truc c'est qu'il n'y a pas d'atout. Voilà, c'est ça. Je voulais que tu me prennes que tu montes la carte de répartition. Voilà, elle est là. Ouais. Hop là. Donc il n'y a pas réellement d'atout. C'est-à-dire que c'est du jeu de pli classique, c'est-à-dire un joueur ouvre à une couleur, tu dois obligatoirement suivre à la couleur. Par exemple, un joueur joue en rose, tous les autres joueurs doivent jouer en rose. Si t'as pas de rose dans ta main, eh bien tu joues ce que tu veux. Tu ne peux pas pisser ou tu ne peux pas couper, puisqu'il n'y a pas cette mécanique... Si. Si, tu coupes. Si. Alors, je vous montre la carte. Tout simplement, vous voyez par exemple le vert, le rose, le orange et le bleu. Ce sont les 4 couleurs qui sont disponibles dans le jeu. Couleurs. Le vert, en fait, c'est la plus petite... la plus faible valeur. Faible couleur, on va dire. C'est-à-dire que si je joue à vert et que un des adversaires ou un de mes coéquipiers n'a plus de vert, eh bien il va là pour le coup couper. Donc il peut couper soit avec du rose, du orange ou du bleu. Si j'ouvre le pli avec du rose et que je n'ai plus de rose, soit je vais pisser du coup avec du vert, soit je vais couper avec du orange ou du bleu. Toujours dans le même cas où je n'ai pas les couleurs d'ouverture de pli. Si le pli est ouvert avec du bleu, si je n'ai plus de bleu, je ne vais pas avoir d'autre choix que de pisser, puisque les cartes orange, rose et verte ont des valeurs, une force inférieure au bleu, puisque le bleu est la couleur la plus forte. Si finalement tu peux pisser et couper. Oui, c'est ça, effectivement. En fonction de la couleur par rapport à ce schéma-là. En fait, donc tout ça, en plus des illustrations magnifiques et des cartes foil et c'est vraiment un jeu de pli très malin. Ouais. Et c'est pas c'est vraiment en plus beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir une règle qui va s'ajouter. Donc à la manche 4, vous allez avoir 4 règles différentes à ajouter et à cumuler. C'est super drôle. Ouais, mais c'est drôle. Ouais, c'est très très drôle. À chaque fois, tu vas changer d'équipe, donc des fois tu vas vouloir gagner, mais tu te dis, si je gagne avec lui, mais lui il a déjà 3 coupes, parce qu'à chaque fois que tu gagnes une manche, tu vas récupérer une coupe avec des points qui sont secrets et aléatoires. Donc tu sais pas où est-ce qu'en sont tes adversaires tout au long de la partie. Mais des fois tu te dis, mais attends, si on est en équipe et que lui il a déjà 3 coupes et que moi j'en ai 3 aussi, mais d'après ce que j'ai vu comme point, il est probable que j'ai plus de points que lui, et bien du coup je vais dire, ok, je vais faire exprès de perdre pour que ce soit l'équipe qui remporte peut-être la coupe. Ouais. Et voilà, c'est tout ça, c'est plein de trucs, de petits trucs à prendre en compte. Voilà, en tout cas, Moustache, moi je suis pas très objectif avec les jeux de pli parce que je les adore tous. Ça sort début septembre, aux alentours de 17€, 3-6 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. Alexandre Aguilar, Jules Messot pour les auteurs du jeu et Emmanuel Martin, sous son vrai nom, connu par son pseudonyme Gorobeil, et c'est Lumberjack Studio qui édite ce jeu-là, distribué par BlackRock. On est d'accord que ça, c'est 8. Ah oui, bien sûr. Merci. Ah oui, non mais c'est hyper fun. Ça, moi, ça va être c'est mon jeu de oui, de l'été. C'est mon jeu d'été, ça. C'est mon jeu de pli de cartes de l'été. Avec peut-être un autre jeu de pli. Eh bien, on va en parler de suite. Oui, on en parle de suite. On en parle de suite. Sans transition. Sans transition aucune. Eh bien, si, avec une transition. Après un excellent jeu de pli. Un autre excellent dont on vient de parler. Un autre excellent jeu de pli. Seven Yokai. Lui, par contre, attention, ne se joue que à 4 joueurs. Il se joue à 3 joueurs, mais on n'a pas testé. Je mens un petit peu parce qu'il se joue à 2 joueurs. Effectivement, je raconte n'importe quoi. Il se joue excellemment bien à 2 joueurs. Moi, j'ai moins aimé à 2. Non, moi j'adore. Moi j'ai moins aimé à 2. Alors, encore une fois, je suis pas très objectif parce que c'est un jeu de pli. J'adore cette mécanique, j'adore les jeux de pli.
ça a très très bien fonctionné à 4 joueurs. 4, c'est super. Et bien moi à 2 je m'amuse très bien, mais lui à chaque fois il râle toujours, donc ça lui plaît pas. Du coup ça me gâche un peu le plaisir, mais je râle parce que je trouve que ça marche pas très très bien. Si, ça marche très bien. Mais bon. Si. si, ça marche bien à 2. Seven Yokai, c'est un jeu de pli dans lequel vous allez avoir 7 couleurs de cartes et dans chacune des couleurs va avoir une répartition de valeurs différentes. C'est-à-dire que le vert va commencer de l'as jusqu'au 7. La couleur grise va du 2 jusqu'au 8 et etc. Donc à chaque fois, il y a une valeur de plus, supplémentaire. Avec tout simplement... Ouais, c'est sur celle-là. Ah ouais. Je vous le montre très très rapidement. Je vous en ai déjà parlé, oui, mais voilà. Vite. Donc vous voyez, le vert c'est de l'as jusqu'au 7, en sachant que l'as c'est la plus forte carte, rien ne pourra le battre. Ensuite il y a le gris, le rose, le jaune, le violet, le orange et le bleu foncé. Et vous voyez, la répartition des cartes est différente. Le but dans Seven Yokai, eh bien, c'est tout simplement de remporter des boss yokai dans un pli. On va exorciser les yokai. Les boss yokai, c'est chasseurs de démons yokai. Les boss yokai, ce sont toutes les valeurs 7. Donc, le vert, par exemple, vous voyez, le 7, eh bien, c'est sa plus forte carte. Par contre, du coup, là, sur la répartition, eh bien, le bleu marine en bas, le 7, eh bien, c'est la plus faible valeur. Assez compliqué. Parce que lui, il fait peur, hein. Oui, là, le violet, c'est lui, ouais. Oui. Boss yokai, là. Donc, elles sont pas le mal, hein. Elles sont un petit peu. Enfin, elles ont un petit vernis sélectif doré. Elles ont des dorures sur les cartes. On le voit peut-être pas très très bien là, voilà. Donc, le but, ça va être de remporter donc 4 boss yokai, donc les cartes de valeur 7. Mais pour remporter un boss yokai de valeur 7 dans la couleur bleu marine, la dernière, en sachant que c'est le 7, c'est la valeur la plus faible, ça va être compliqué. Mais comme tu joues en équipe, si ton partenaire il a mis le 13 du bleu marine, ah bah tu te dis bah c'est bon, je vais mettre le 7. À moins que quelqu'un coupe, effectivement. Ça, la valeur, la couleur d'atout change à chaque manche en fonction de la dernière carte. Il y a une dernière carte qui n'est jamais distribuée dans le jeu, ça définit la couleur de l'atout. Alors moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que effectivement, faut être pas trop gourmand non plus. Et oui. Au niveau des plis. Alors, ça, c'est dur. Parce qu'effectivement, une condition de victoire de manche, c'est de remporter des plis avec 4 boss yokai. Avoir 4 yokai. Avec 4 boss yokai. Mais si tu as trop de plis, tu perds. Si tu as 7 plis, ben c'est perdu. Perds. Du coup, c'est l'autre adverse, c'est l'équipe adverse qui remporte la manche. Ça aussi, c'est pas mal. Ça nous est pas arrivé. Non. Si? Je crois pas. Mais on est toujours ça apporte une tension de oui, parce que du coup, tu te dis, hein. je vais pas essayer de trop remporter de plis. S'il y a des plis qui sont pas intéressants, s'il y a pas ou t'essayes de perdre de temporiser. T'essayes de perdre des plis pour filer les plis aux autres. Oui. Ça, c'est génial. Oui, s'il y a pas de boss yokai, mais tu sais pas parce que suivant l'ordre du tour, bah, si tu mets une carte pourrie pour te dire, bah, ok, je veux pas perdre je veux perdre le pli pour pas le gagner. Mais si après toi, il y a un joueur qui remporte le pli avec un boss yokai, eh ben, tu te fais avoir. Donc c'est toute cette petite mécanique de je veux gagner des plis mais je veux pas en gagner trop, je veux gagner des plis avec des boss yokai avant que mes adversaires le remportent. Et une autre condition de fin de manche, c'est-à-dire que si les joueurs eh bien ils ont joué toutes leurs cartes, c'est plus rare ça. C'est plus rare, mais je pense que quand ça arrive, tu dois bien râler parce que quand tu as joué toutes tes cartes, si aucune des conditions n'est remplie, c'est-à-dire 4 boss yokai ou 7 plis sans boss yokai, eh bien c'est le dernier joueur qui va jouer là, qui va remporter le pli, qui gagne tout simplement la manche. Qui fait remporter la partie à son équipe. Donc tu auras beau te batailler tout le long de la partie, si tu ne remportes pas le dernier pli, eh bien tu as perdu. Donc excellent jeu, très assez subtil dans cette répartition de couleurs et de valeurs en fonction justement des couleurs, franchement. Et surtout des nombres de plis, ça c'est excellent. Oui. Alors peut-être pas aussi accessible que Moustache. C'est moins accessible que Moustache. Il est peut-être un petit peu plus joueur. Donc 3-4 joueurs, la variante 2 pour moi, je suis convaincu
Anto peut-être un peu moins. En tout cas, sachez qu'elle existe. Elle n'est pas dans la règle du jeu. Il y a un petit flashcode au dos de la boîte de jeu pour jouer. Je vous explique très rapidement. En fait, dans Seven Yokai, pour jouer à 2 joueurs, vous avez une main de cartes face cachée, classique, mais vous avez également une main de cartes face visible que votre adversaire connaît. Un petit peu dans la... cachée. Oui, c'est ça. Une main cachée, une main face visible. Et une par terre visible aussi. Ah, à chaque fois j'oublie. Ouais. Parce que c'est un petit peu donc comme dans le Diable en bouteille, qui est un jeu de pli que je trouve génial, mais qui est encore plus compliqué. C'est pareil, c'est une mécanique à 2 joueurs où il y a pareil une main face cachée et une main face visible. Et c'est pour ça que ça me rappelle ça. Et je me demande si c'est peut-être pas le même auteur, ou en tout cas c'est Matago qui avait localisé le Diable en bouteille. Donc Seven Yokai, c'est un jeu de... Waouh. Non, c'est facile. Muneyuki, Yokushi. Voilà, c'est facile. Mais sans lunettes, mais je vois rien du tout. Donc voilà, encore c'est pareil. Si vous aimez les jeux de pli, Seven Yokai, mais franchement, allez-y. Il est vraiment très subtil. Il y a vraiment quelque chose de très très original, sans dénaturer le jeu de pli, on va dire standard. Hein, c'est-à-dire que c'est du must follow, c'est-à-dire qu'un joueur ouvre, tu suis à la couleur, si tu peux pas, soit tu pisses, soit tu coupes, et tu remportes le pli ou pas. Voilà, ça tout simplement. Mais il y a ce truc de, je veux remporter des plis avec des 7, et je ne veux pas remporter 13 7. C'est trop de plis. Ouais, je sais plus exactement. Ça dépend également du nombre de joueurs. Ouais. Effectivement, voilà. Donc Seven Yokai, un jeu de pli, vous pouvez y aller, c'est sorti le 27 juin. Et ça, c'est pas sorti du tout en 2025, c'est sorti en 2020, le 14 août 2020. Oui, des fois on ressort des vieux trucs. Ouais, en faisant un tri un petit peu, vous voyez, c'est une toute petite boîte. C'est une petite boîte que je pense qu'on a, comme beaucoup, des petites boîtes comme ça qu'on peut avoir tendance un petit peu à oublier. Qui sont au fond d'un tiroir. Ouais, tu vois, au fond d'un tiroir, rangé quelque part dans une étagère, et que tu oublies. En faisant un peu de tri, de rangement, voilà. Je suis retombé sur ce Dragon Master. Dragon Master, j'y mets. On a déjà joué à ce jeu-là. Oui. C'est un jeu de Rainer Knizia. Vas-y, on joue à Dragon Master. On a lu les règles en 2 secondes. On a fait une partie beau, hein. En 2 minutes. Oui, c'est très nerveux. Ah, mais c'est génial. J'avais oublié. Dragon Master, on a des dragons, tout simplement, qu'on va positionner. Donc, on a toutes les cartes sont distribuées ou pas? On a un certain nombre de cartes qu'on va avoir en main. Tout simplement, au fur et à mesure de la partie, on va construire un tableau commun entre les joueurs. 8 cartes. On a 8 cartes en main. Ces cartes-là, elles sont numérotées donc de 0 à 3. Donc 0, 1, 2 et 3. Je sais pas si on voit. Bon, je vais vous montrer directement la photo. Voilà, le 0, le 1, le 2 et le 3. Donc on a 8 cartes en main chaque joueur. Donc il y a des cartes qui ne sont pas distribuées. Il y a 4 inconnus. Il y a des inconnus. Et vous allez, fin de partie, ça pourrait ressembler à ça. Par exemple, à votre tour de jeu, vous allez tout simplement poser une carte. L'adversaire pose une carte. Je repose une carte. L'adversaire pose une carte. Au bout quand les tableaux est construit, la partie s'arrête. Mais on n'est pas l'un en face de l'autre. On n'est pas l'un en face de l'autre. On va être en tout cas, de chaque côté du carré qu'on va faire. Moi, je positionne ici. Mon adversaire, il va être ici. On est de part et d'autre d'un angle. Voilà. De chaque côté du carré. Ouais. Mais pas face à face. Moi, je vais marquer mes points en colonne. Mon adversaire va marquer ses points en colonne. Mais ses colonnes à lui, ça va être mes lignes. Et oui. Et donc, tout est une petite stratégie ultra simple. Mais vraiment, c'est un jeu qui dure 5 minutes. C'est super malin. On a redécouvert ce jeu. C'est dit, franchement, c'est génial, ça. Ce jeu, il faut le sortir et le laisser là pour vraiment jouer en 5 minutes, ça marche, c'est vraiment très très bon. Et tout simplement, au fur et à mesure de la partie, donc on va poser nos cartes, et bien on va pouvoir regarder un petit peu combien mon adversaire va faire de points sur sa ligne, sur sa colonne, qui moi correspond à une ligne, pour pas lui donner trop de points, mais pour essayer de marquer le plus de points pour moi. Les points sont principalement marqués en fonction de... alors, si j'ai une carte... C'est juste la valeur. À la valeur... le point, c'est la valeur. Donc, si j'ai une carte bleue, là, par exemple, dans cette colonne-là, j'ai un point. Ouais, un point de vert. Un point pour les verts. Je vais avoir le point
les cartes qui sont en 2 exemplaires, je vais multiplier la valeur de la carte par 10. Oui. Donc là, sur cette colonne-là, j'ai déjà 20 points. 21 points. Et j'ai déjà 21 points parce que j'ai un point. Le 0, c'est 0. Le 0, pour qu'il marque, et il faut qu'il y ait 3 fois dans la colonne. Puisque à partir du moment où tu as 3 cartes dans la colonne, ce qui est le cas là pour le 3 par exemple, eh bien tu marques tout simplement 100 points. 100 points. Ouais. Voilà, c'est 100 points pour 3 cartes identiques, peu importe la valeur. Donc que ce soit un 0, un 1, 2 ou 3, c'est 100 points. Alors si j'avais 3 cartes identiques plus une carte 2 par exemple, eh ben, ça me ferait 102. Puisque je compte 100 points pour 3 cartes identiques et une carte unique, donc la valeur de la carte. Donc par exemple si c'était un 2 ici, je marquerais 102 points. Une fois qu'on a compté donc les points de ces colonnes, eh bien on ne va marquer que les points du plus faible score. Ouais. Donc là, pour faire vite fait, sur la première là, j'ai 12 points. Là, j'ai 23 points. Là, j'ai 100 points. Et là, j'ai 21. Bah, du coup, mon score total, c'est 12 points. C'est la colonne la plus faible. Ouais. 12 points. Alors lui, pour voir là, lui sur sa colonne à lui, du coup, il aurait 103 points. Là, il y a 31 points. Là, il y a 3 points. 3 points. Ah, mais là, il gagne. Donc là, voilà, 3 points. Et là, il a 3, 4, 5, 6 points. Ouais, donc son score à lui, celui qui joue ici, bien, il a que 3 points. Ouais. Donc forcément, tu bien gagnes moi, avec 12 points, je remporte la partie. C'est des trucs qui se jouent en 5 minutes, qu'on a redécouvert, on a trouvé ça excellent. Très bien. Donc, si vous avez l'occasion de trouver ce jeu-là en boutique, sur Bourse au jeu, d'occasion, parce que je pense que ça c'est plus édité. C'était chez Matago. Mais... C'était chez Matago et c'est donc, comme je l'ai dit, un jeu de Rainer Knizia et illustré par Denis Lausen, qu'on connaît aussi. Donc je pense que c'est plus édité. En neuf, à l'époque, ça coûtait même pas 12 balles. Je pense que vous allez pouvoir le trouver. Si vous le trouvez, franchement, mais... Ouais, ça vaut le coup. Ah ouais, donc c'est un jeu qui se joue que à 2 joueurs. 30 minutes, c'est exagéré. En 5 minutes, ça se joue. Quand même, je lui mets une note. J'ai bien envie d'aller jusqu'à 7. Parce que vraiment, ça marche très bien. Ah ouais, c'était vraiment un truc qui se dit, mais pourquoi ce jeu-là est au fond d'un tiroir? Il faut le laisser accessible pour qu'on puisse jouer très très rapidement. Voilà pour Dragon Master. Oui, et voilà pour le débrief ludique aussi. Et voilà pour le débrief ludique aussi. T'es pressé? Mais c'est déjà 21h07. C'est fini. On a fait 1 heure de live pour le débrief ludique. C'est mercredi. On a fait notre débrief ludique. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour qu'on puisse discuter en direct ensemble. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, ce que vous avez pensé des jeux, si ça vous donne envie ou pas, etc. Si vous avez déjà joué, si vous connaissez pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à venir sur Instagram, le Meeple Vert, des jeux des livres. On vous présente des jeux de société. Tous les jours en story, on vous propose un petit peu nos partages et découvertes ludiques. Et on se retrouve normalement le samedi matin pour les sorties de la semaine et tous les lundis à 20h pour le débrief ludique. Attention, c'est les vacances. Il y aura peut-être pas beaucoup de débrief ludique le lundi soir. En tout cas, pas la semaine prochaine, c'est sûr, puisqu'on est réellement en vacances vendredi. On est en vacances vendredi, donc potentiellement, il n'y aura pas forcément de live. Restez connectés sur Instagram. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien, restez au frais et buvez de l'eau. Ciao, ciao. Ciao.